Özel röportajda özel bir isimle beraberiz. Philip Güden, İsviçre'deki Le Rose okullarının onursal başkanı. Eğitim üzerine, gençlik üzerine, biraz da böyle felsefi konular üzerine, dünyanın geleceği, insanlık üzerine konuşacağız. Monsieur Güden, bienvenue à Istanbul. Merci. Le directeur honneur d'un grand école, on peut dire, de l'Institut peut-être, en Suisse. Moi, je sais bien qu'ils se sont passés de l'école. Connaissons-nous des noms fameux entre eux? Eh bien, écoute, depuis 1880, nous avons accueilli plus d'une dizaine de milliers d'élèves. Aujourd'hui, ils sont 450, mais le Roset a progressivement augmenté. Il est parti en 1880 avec 3 élèves. Et puis les 3 premiers, il y avait un Suisse, un Italien et un Allemand. Oh. Donc déjà, c'était Oui, multiculturel. multiculturel. Ouais. Et puis, il a progressivement grandi. Ils étaient environ une centaine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ils sont passés à 200, 300. Moi, quand j'ai repris le Roset en 1880, ils étaient 300. Et puis maintenant, ils sont 450. Et de quel âge à quel âge? Ils ont entre 8 et 18 ans. 8 et 18 ans. Et des gens fameux. Moi, je sais bien que le prince Albert, c'est ça ou bien le... Si vous allez sur Internet, vous trouverez quelques noms d'anciens Roséens. Oui. Mais nous ne parlons jamais de nos anciens. C'est à eux de dire. Parlons jamais de nos anciens. C'est à eux de dire. Mais nous ne parlons jamais d'eux. Le problème, c'est éduquer, bien sûr. Exactement. Pas les gens. Mais enfin, disons qu'il y a eu des très grandes familles au Roset. En effet, il y a des très grandes familles. Notre job, c'est vraiment d'accueillir des gens qui vont avoir des très grandes responsabilités dans la vie et de tenter de leur donner cette formation, cette éducation qui leur permettront de répondre à ces responsabilités. Qu'est-ce que la pandémie de coronavirus nous a appris sur le remodelage de l'éducation, d'après vous? Par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'importance de bâtiments dans l'éducation est diminuée? Bon, la pandémie nous a appris d'abord à nous adapter avec une vitesse incroyable. En quelques jours, en quelques semaines, nous avons dû passer d'un enseignement présentiel à un enseignement à distance. Il a fallu réinventer complètement la manière de traiter nos élèves et de leur transmettre les connaissances et de contrôler ces connaissances. Par chance, en Suisse, nous n'avons été vraiment empêchés de voir nos élèves que pendant 2 mois. Les mois d'avril et de mai l'année dernière. En juin, un certain nombre ont déjà pu nous rejoindre et en septembre, ils étaient tous là. Donc depuis septembre, tous les élèves sont là. Je crois que la première leçon de cette pandémie pour l'éducation, c'est que la vraie... Oui, on pas doit seulement se avec heurter. avec les professeurs, avec les autres jeunes aussi. Absolument. Oui. Et ça a été très difficile pour beaucoup de jeunes. Et je suis encore très soucieux pour tous ceux, notamment dans votre pays, qui ne peuvent pas assister aux leçons. Je crois qu'ils perdent, bien sûr en sociabilité, mais ils perdent aussi en acuité de ce qu'ils apprennent. Ils prennent aussi en intérêt pour l'éducation. Ils perdent dans l'éducation. Il reste essentiel. Certains sociologues disent qu'il y aura de gens perdus avec le coronavirus. Vous pensez comme ça? Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer la résilience des adolescents. Je pense qu'en effet, ils souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent. Mais je suis convaincu que le retour à la normale qui va un jour ou l'autre se produire leur permettra de récupérer leurs forces. L'adaptabilité, la résilience des jeunes est un élément essentiel de l'éducation. Et je crois qu'on doit miser là-dessus. Et on fera tout ce qu'il faut. Je sais que tous les éducateurs du monde font tout ce qu'il faut pour les recevoir à nouveau, pour très rapidement les remettre dans le bain de ce contact, de ces échanges, de ces bagarres, de cette vie commune qui est si essentielle. On avait parlé un peu, mais je dois insister sur ça. Bien sûr, l'école enseigne également, et peut-être principalement, aux enfants, être avec d'autres enfants, d'autres jeunes. Il leur permet de socialiser. Éloigne les enfants de la socialité ou de certaines émotions. Indiscutablement. Est-ce qu'on peut mettre toutes ces choses-là après aux jeunes? Est-ce qu'on peut...
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis convaincu que leur capacité de récupérer ce qu'ils auront perdu est immense. Et ils vont récupérer cela. Mais c'est certain que un des rôles fondamentaux de l'école, c'est de créer une société. Une société où les gens se connaissent, se comprennent, s'écoutent, s'aiment. Et tout ça est très difficile à travers des écrans. Ça a quand même laissé un lien. Ils gardent quelque chose, même à travers l'écran. Mais surtout cette jeunesse d'aujourd'hui qui est tellement habituée à des contacts à travers les écrans, à des amitiés à travers les écrans. Donc pour eux, le choc est peut-être moins traumatique que ça aurait été pour nous, qui étions beaucoup moins habitués à cela. Je pense que pour eux, le choc est moins fort, mais de toute manière, ils ont compris, et c'est très bien, je trouve, c'est l'élément positif de la chose, c'est qu'ils ont compris à quel point les écrans sont frustrants lorsqu'il n'y a que les écrans. Il y a plusieurs écrans aujourd'hui autour des jeunes. Mais même quand il n'y a que les écrans, même s'il y en a 50, je ne crois pas que ça remplace le sourire. Bien sûr. Et peut-être on doit parler maintenant le rôle de la technologie dans l'éducation. Que pensez-vous? Ça va améliorer ou La technologie est déjà rentrée de façon très importante dans l'éducation. On n'enseigne plus aujourd'hui comme on enseignait il y a 20 ans. Les outils à disposition des professeurs sont extraordinairement pointus, extrêmement efficaces. La formation des professeurs s'est faite de façon accélérée au cours de ces dernières années. Ils doivent apprendre, en effet, à ce que le monde, la connaissance du monde est à disposition en permanence. Donc, il est certain que les connaissances demeurent un élément fondamental de l'enseignement, mais l'utilisation des connaissances devient de plus en plus essentielle. Et les professeurs ont appris aujourd'hui à développer ces outils, à les utiliser, à transmettre à leurs élèves leurs leçons, leurs devoirs, à recevoir des corrections à travers ces écrans, à travers des systèmes. Je pense que va arriver à un niveau suffisant d'intelligence pour transmettre les connaissances et pour les contrôler. Je pense que ça ne remplacera jamais un professeur, parce que ça ne remplacera pas justement cette manière d'échanger, de critiquer, D'ailleurs, il y a un sentiment de se couper la parole, et puis surtout de transmettre, en effet, à travers l'émotion. On transmet énormément de choses à travers l'émotion, beaucoup moins à travers le raisonnement. Il n'en demeure pas moins que, si vous imaginez demain un enfant, mettons dans un cours de mathématiques, qui est devant son écran et qui a un professeur le plus brillant du monde, parce qu'évidemment que les cours qui seront donnés par l'intelligence artificielle seront au top niveau. Ce seront des cours exceptionnels. Tous les enfants ont une manière différente d'apprendre. Et un professeur de mathématiques, lorsqu'il fait une démonstration au tableau, le plus souvent, il va donner une manière de répondre à la question. Un enfant n'a pas compris. Il va répéter, peut-être de façon un peu différente. Mais il ne peut pas répéter 10 fois, 20 fois, pour chacun. Il est obligé de tenir compte d'une moyenne dans la classe, et puis il doit avancer. Lorsqu'un enfant se retrouvera seul face, je ne sais pas si ce sera un écran, si ce sera un professeur virtuel, peu importe, mais à un moment donné, il avancera à son rythme, avec un appareil qui connaîtra exactement ses forces et ses faiblesses, qui permettra d'aller jusqu'au bout de la question et qui contrôlera immédiatement si la question a été assimilée. Et puis une fois que c'est fait, le gosse sortira pour aller jouer au foot. Et il y en a qui sortiront en 5 minutes parce qu'ils auront tout de suite compris. Il y a des gens qui sont très, très doués en mathématiques et d'autres qui prendront une demi-heure peut-être. Mais peu importe. À un moment donné, la connaissance sera passée. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut concevoir, vous savez où vous êtes en permanence, comment ça marche, pourquoi ça marche. Et à partir de ce moment-là, se crée l'échange, se crée l'émotion, se crée la possibilité de comprendre, de critiquer, d'analyser ce que la théorie de mathématiques aura permis de mettre en place. Je pense que l'intelligence artificielle a un immense avenir dans l'éducation. Ça va être un progrès énorme, mais ça ne condamnera pas le prof. Ça demandera au prof d'être de plus en plus brillant, de plus en plus efficace, de plus en plus relationnel avec ses élèves, en interrelation avec ses élèves. L'intelligence artificielle peut être plusieurs grands professeurs. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Elle peut faire une sorte de synthèse. Dans un enseignement absolument brillantissime. C'est certain qu'il n'est pas nécessairement
lieu il n'a pas nécessairement lieu dans dans l'école elle-même. Dans l'école elle-même, on fera autre chose. L'école est appelée à évoluer vers quelque chose d'assez différent. Mais il y a un autre problème. Par exemple, j'ai une vraiment grande distance avec mon fils et moi quand je parle de la technologie, de l'Internet, etc. Augmente parce que notre capacité d'apprendre la technologie ou l'Internet, ce n'est pas suffisant. Mais quand on regarde aux jeunes, ils sont super. Moi, je relativiserais beaucoup. C'est certain que nous n'avons pas l'habileté de nos enfants à utiliser ces matériels. Mais je crois que ça a été dans toutes les générations, avec des idées différentes, des systèmes différents. La querelle des anciens et des modernes, c'est vieux comme le monde. Platon écrivait que la jeunesse d'aujourd'hui était complètement dégénérée en parlant. À tout moment, dans toute l'histoire, le conflit des générations a existé et la place qu'occupent les aînés est challengée par les jeunes, de tout temps. Alors, aujourd'hui, ça se repose plus peut-être sur l'électronique que sur des problèmes philosophiques ou des problèmes d'autorité. Je ne pense pas que ça crée un véritable conflit supplémentaire entre les générations. Passons un peu à la morale, à la éthique, je peux dire. Être une bonne personne, être morale ou éthique, est la chose la plus cherchée aujourd'hui. D'après moi, peut-être, vous ne pensez pas comme ça, je ne sais pas. Et de plus en plus, ou bien qu'est-ce que vous faites pour cela? C'est clair que l'éthique et la morale s'enseignent, mais surtout elles se montrent, elles se vivent. Je crois que c'est là le grand avantage d'un internat, d'une école dans laquelle les enfants vivent 24 heures sur 24, c'est qu'il y a une cohérence durant toute la journée entre un enseignement qui est donné et qui peut être effectivement lié à l'éthique, à la morale, entre des codes de vie, des règlements qui disent voilà, ceci est autorisé, ceci ne l'est pas, la ligne est là, et voilà pourquoi cette ligne existe. Et puis, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on construit cette communauté humaine. L'élément le plus important, je crois, c'est la vie. C'est la démonstration par l'acte. La devise du Roset, c'est Actis Virtus. Actus Virtus. Ce qui signifie en gros, seuls les actes montrent ce que l'on veut. On peut avoir toute l'éthique du monde, si on ne se comporte pas de manière, si l'adulte ne se comporte pas de manière conforme à cette éthique, ça ne servira pas à grand-chose. Mais c'est donc très exigeant pour les adultes qui vivent dans une communauté de ce type-là. Mais c'est effectivement un nous voulons préserver cette planète pour nos enfants. Et il y a là une nouvelle éthique qui est en train de se mettre en place. Et moi, quand je fais pas le tri de mes bouteilles en plastique ou mes enfants m'engueulent. Ils ont aujourd'hui, il y a une éthique qui passe aussi de Quel était le nombre de fils qui a parlé aux Nations Unies? Je ne me rappelle plus le nom. C'était un petit fille. Oui, absolument. Oui, absolument. Nous apprenons d'eux. Absolument. Cette jeune fille s'est rappelée à nos consciences parce que notre génération, effectivement, l'environnement, c'était vraiment pas une préoccupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu pour ces jeunes gens, et à raison, parce que bon, c'est clair qu'on est en train de détruire, non pas la planète il nous suivra largement, mais la vie sur la planète pose problème aujourd'hui. Donc, l'éthique d'aujourd'hui, elle est totalement partagée. Nous leur enseignons une éthique et une morale relativement classique sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et pourquoi. Pourquoi on ne va pas mentir, pourquoi il ne faut pas voler, pourquoi il faut respecter l'autre, pourquoi il faut respecter la différence, comment est-ce qu'on construit une société avec des gens très différents, avec des idées différentes, des projets différents, des religions différentes, des couleurs de peau différentes. Comment est-ce qu'avec tout ça, on construit une société par le respect, par l'apprentissage, en se disant ce qui nous différencie nous enrichit plutôt que de nous séparer. On peut évidemment se taper dessus quand on n'est pas d'accord, mais aussi on peut prendre chacun de l'autre en grandissant. Et je crois que les sentiments ensemble, nous avons arrosé des jeunes... Je vous ai demandé ça aussi. Quelles sont les valeurs importantes pour vous, que vous souhaitez à votre élève? Notamment celle-là. Se dire que de la différence naît l'enrichissement. L'une des devises importantes du Roset, c'est toujours mieux connaître l'autre pour mieux le comprendre. Et mieux le comprendre pour mieux le comprendre et mieux l'aimer. C'est tellement vrai que ça se vit chaque jour. Nous avons des jeunes Arabes et des jeunes Israéliens de visions du monde très différentes et qui doivent apprendre à vivre ensemble.
Ça, c'est probablement pour nous une des leçons éthiques les plus importantes. Vous êtes un monde idéal alors. C'est le rosé, vous vivez dans un monde idéal. Mais je pense que ce n'est pas possible dans tout le monde. C'est pas le paradis, Oui. mais c'est un monde qui en effet se bat pour cet idéal-là. Une utopie réalisée alors. Absolument. La vraie définition de l'utopie. Oui. Et d'après vous, quelles valeurs nous avons besoin pour l'avenir du monde dans tous ces contextes? L'essentiel, je crois, ça reste le courage. Pendant votre enfance, vos parents vous ont appris à dire oui. Moi, je vais vous apprendre à dire non. Je pense que c'est encore plus important et c'est souvent beaucoup plus difficile d'apprendre à dire non. Il faut du courage pour dire je refuse cela, je le dis clairement et je ne le fais pas. Donc le courage est pour moi probablement un des éléments les plus essentiels de l'éducation qu'on doit transmettre à nos enfants. Le respect. Apprendre à connaître l'autre, apprendre à le respecter et notamment respecter cette différence dont nous parlions tout à l'heure. Respecter ce qu'il il ne pense pas comme moi, il ne vit pas les mêmes choses, il ne comprend pas de la même manière, il n'a pas forcément la même éthique, mais je respecte ce qu'il est. Et puis je pense alors, le respect de la vie est devenu aujourd'hui quelque chose d'essentiel, donc le respect de la vie sur cette planète, le respect de l'environnement est en train de devenir vraiment un élément prépondérant. C'est notre combat pour cette deuxième moitié du XXIe siècle. C'est essentiel. L'écrivain Amin Maalouf m'avait dit que si dans une société on prend comme modèle un contrebandier plutôt qu'un enseignant, cette société est malade. Des gens de le rosé, globalement. Je dirais que tout ça n'est pas contradictoire. C'est certain que tous les jeunes veulent du succès, veulent réussir, veulent être connus, veulent gagner de l'argent. Ça me paraît assez normal. Et c'est vrai que ce sont les modèles qu'on leur montre aujourd'hui. Maintenant, je ne crois pas que leur prof soit quelqu'un de méprisé. Au contraire, je crois qu'ils ont beaucoup de respect pour leurs enseignants. Ils se rendent compte que c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est exigeant, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on leur demande d'être des modèles aussi. Bien sûr. Pas nécessairement d'ailleurs dans le domaine social, mais surtout dans le domaine de l'humanité, dans le domaine de l'éthique. C'est vrai qu'autrefois, l'instituteur du village était un des grands personnages. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le rôle du prof dans la société soit aussi reconnu, mais central dans la vie des enfants. Il reste une référence extrêmement importante. En dépit des écrans, en dépit du contrebandier qu'on voit sur Netflix, je crois quand même... C'est pas seulement quand il y a des joueurs, des pop stars, etc. Tout à fait. Les modèles, ce sont ces gens-là. Ouais. Je crois que l'une des choses, là je reviens au rosé, l'une des choses que moi je me suis toujours efforcé de leur donner, et c'est un petit peu une caractéristique suisse, c'est de détester les idoles, de détester ceux qui veulent jouer les maîtres à penser, de détester ceux qui veulent être des gourous pour les autres, de ne jamais accepter cela. Vous savez qu'en Suisse, on n'a pas de président, on n'a pas de Premier ministre, on a un gouvernement à 7 personnes. C'est super. Personne ne les connaît, on ne sait jamais qui est le président, mais, enfin si on sait, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que la collégialité fait partie, et la personnalisation du pouvoir n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut l'étendre à d'autres choses. La personnalisation, par exemple, d'un gourou, pas moi à la tête du rosé, disant à mes élèves, voilà, c'est insupportable. Il faut absolument leur apprendre à refuser une maîtrise sur eux. Ils doivent s'imprégner de choses intelligentes, de choses possibles. Pourquoi pas de joueurs de foot et d'un contrebandier, aucun problème. Mais ils doivent devenir eux-mêmes. Ils doivent être l'image de ce qu'est véritablement leur conviction et leur vision de leur vie. Tous les jeunes doivent être son propre idole. Absolument. Soi-même. Absolument. Et ça, c'est un des grands buts de l'éducation, devenir soi-même. Bien sûr. Jean-Jacques Rousseau est sorti de Suisse, a donné l'inspiration à... voyez-vous une énergie chez les jeunes ou les enfants d'aujourd'hui pour créer une nouvelle monde? Je pense qu'ils ne sont pas très passionnés par la politique aujourd'hui. Ouais, je n'ai pas le sentiment qu'ils aient vraiment... En revanche, ils adorent les débats. On a beaucoup de concours de débats
Zone politique, je ne suis pas très sûr. Mais je crois que D'après vous, la politisation, moi, je pense qu'elle diminue un peu, oui. Mais peut-être qu'il y a des choses justement qui vont les accrocher et les ramener à la politique, dont les politiques d'environnement, dont la manière dont on va développer. La politique, par exemple, liée au virus et à la manière de coronavirus et la manière dont on s'est occupé de ça, les a beaucoup interpellés. Ils se sont dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que le confinement est la bonne... Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. alors ils font une politique vitale, vivale, Exactement. on peut dire. Ouais, je crois. La politique politicienne d'autrefois, je ne suis pas très sûr que ça les passionne. Pas de gauche, de droite, Ouais, etc. c'est là, ouais. Je crois que ça, c'est un peu dépassé pour eux. D'accord. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de la génération Z? Les adolescents d'aujourd'hui sont probablement un peu plus inquiets que leurs prédécesseurs. Je pense qu'ils sont plus attachés à des valeurs assez traditionnelles. Ils reviennent peut-être à des valeurs plus traditionnelles que leurs grands frères et grandes sœurs. Une certaine crainte de l'avenir. On les a beaucoup secoués. On leur a dit il n'y a pas de futur. On leur a fait très peur quand même avec ce virus. On a fait beaucoup de choses qui les a fragilisés, je pense. L'avenir, vous allez le construire. Et il est encore à construire. Il n'est pas détruit. Je sais que à peu près, vous avez des étudiants de 65 pays, n'est-ce pas? Peut-être plus, je ne sais pas. À peu près, oui. À peu près. Entre 60 et 70. D'accord. On peut dire que le multiculturalisme est une richesse. On pense comme ça, moi je pense comme ça. Mais au contraire, il y a des gens qui pensent que mettre intensément en évidence les identités religieuses ou nationales, certaines discussions ou certaines entre les gens, les jeunes. J'ai rarement observé au cours des 30 ou 40 dernières années de tensions liées à des tensions politiques qu'il aurait pu y avoir là. Parce que justement, en vivant ensemble et en construisant cette petite société, cette petite fraternité, ils ont compris que de toutes ces différences, ils se sont considérablement enrichis. Vous savez, la Suisse a cette particularité de ne pas avoir de vraie culture. La Suisse n'est pas une nation en réalité. Oui, c'est un contrat entre des gens très différents qui ont décidé de vivre ensemble et qui ont fait un contrat pour ça. C'est assez étonnant comme pays, c'est assez unique. Et elle n'a pas de langue personnelle, elle adapte le français, l'italien, l'allemand. Ce sont des gens qui sont très ouverts sur ce qui peut être différent. Et lorsque vous allez dans une école internationale partout dans le monde, vous avez habituellement, en tout cas plus de la moitié, des élèves qui sont issus de ce pays. Oui. Nous, par exemple, nous avons cette politique de quota qui interdit d'avoir plus de 10% de représentants d'un pays. Ah, vous avez un quota? Ouais. Et c'est valable pour les Suisses. Il n'y a pas plus de 10% de Suisses. C'est valable pour les Européens. Donc, l'idée, c'est de créer... C'est valable aussi pour les Arabes, pour les musulmans, c'est comme ça? Non, non, pas pour les religions. Ah, pour les nationalités. Nationalités, oui. Nationalités ou groupes de nationalités. Par exemple, pour nous, tous les russophones sont d'un seul groupe, les Moyen-Orientaux, etc. Nous essayons de faire en sorte que l'environnement reste aussi multiculturel que possible. Et pour cela, il ne faut pas qu'il y ait une nation dominante qui dise, voilà, ici, c'est les Britanniques qui décident parce que nous sommes en Angleterre, parce que nous sommes majoritaires, parce que nous sommes chez nous. Il n'y a pas cette mentalité, cette volonté-là. Et du coup, ça crée une qualité de rapport entre les gens qui est très libre, qui est très ouverte et qui est beaucoup plus simple que si vous vivez dans un pays où vous avez la pression locale ou la pression culturelle, effectivement, ou linguistique des gens qui habitent ce pays et qui, légitimement, sont chez eux et veulent l'imposer. C'est beaucoup plus légitime que Nations Unies, d'après moi. Parce que c'est une Nations Unies idéale. Idéal, oui, parce que, comme vous savez, il y a G7, G5, et des grands, mais dans votre école, il n'y a pas. C'est le G80. Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Est-ce qu'il y a un quota de sexe? Alors, il y a exactement moitié garçon, moitié fille. Moitié. Ouais, moitié. Et dans ce contexte, quelle est l'importance et la fonction de votre camp de Masai Mara à Kenya? Parce que là-bas, vous montrez une différente culture à votre étudiant. Alors, nous avons construit ce camp entre les collines du Chulu et le Kilimandjaro, un endroit exceptionnel.
au milieu d'un ranch Maasai. Et l'idée, c'est que nos élèves, et d'autres d'ailleurs, parce que ce n'est pas, destiné uniquement aux Roséens, c'est ouvert à des quantités d'élèves qui viendront un peu partout dans le monde, y compris de chez vous, de créer un écotourisme responsable, dans lequel tout le camp est totalement autonome. Il crée son énergie, il crée son eau, il traite ses eaux, il l'utilise pour la faune sauvage. Qu'est-ce qui est important dans la culture des Maasai? Pourquoi est-ce que vivre avec des éléphants et des lions, c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut préserver ces gens? Pourquoi est-ce qu'il faut préserver les cloud forests? Ils vont le vivre au quotidien, ils vont le comprendre avec les gens qui sont issus de cette culture et de cette origine. Et c'est très intéressant parce que ça va leur permettre de créer un projet personnel de conservation. Ça va leur permettre de se rendre compte de la manière dont on a passé d'une culture très, très traditionnelle à ces cultures très développées, très sophistiquées dans lesquelles nous sommes, et comment tout cela a fonctionné. Et comment on peut revenir à des valeurs fondamentales du respect de la nature, du développement. Comment est-ce qu'on peut concilier un tourisme avec la culture des Maasai, avec leur vie quotidienne traditionnelle, avec le respect des animaux, des forêts, etc. Comment est-ce que tout ça est possible ensemble? Les étudiants travaillent ici ou ils font... Alors ils vont faire des balades dans les forêts et au milieu des animaux, mais ils vont travailler avec les ranchers Maasai, ils vont travailler avec les gens qui combattent les poachers, les gens, vous savez, qui tuent les éléphants pour obtenir la défense. Ils vont reforester, puisqu'il y a toutes des zones sur lesquelles nous avons supprimé toute agriculture pour remettre des forêts. Ils vont travailler dans des organic farms, dans des fermes biologiques. Ils vont enseigner leur mode de vie et comment on peut les aider à survivre, etc. Donc ils vont travailler effectivement au quotidien. Nous sommes dans une époque où la migration d'Est à l'Ouest est répandue. Dans ce contexte, quelle est l'importance de rencontrer des gens de différents pays, comme dans votre école? Mais il peut être aussi en même temps une chance pour le monde. Je pense que le mélange, la plupart de nos pays d'Europe se sont faits à travers des invasions régulières de l'histoire. Notre pays, la venue d'immigrés permanente. Oui. La Suisse n'existerait pas sans tous ces immigrés. Les États-Unis n'existeraient pas sans ces immigrés. Chaque pays est comme ça. Chaque pays est comme ça. Oui. Vous savez, mais en même temps, c'est certain qu'il y a certaines migrations qui sont dangereuses par leur masse d'aujourd'hui ou par le danger que ces gens courent à traverser la Méditerranée au risque de leur vie pour arriver dans des conditions abominables. Vous voyez les camps en Turquie, en Grèce, enfin, c'est assez terrifiant. Elle compte aujourd'hui 1500 élèves. Et nous leur donnons une solide éducation. Les élèves de Mali? Ce sont tous des gosses de ce quartier de Bamako. Et nous leur donnons une éducation et nous leur apprenons un métier. Électricien, informaticien, plombier, constructeur, maçon, etc. L'idée, c'est de leur donner envie de participer au développement et à la création de leur pays. Donc de créer quelque chose chez eux. Pas nécessairement d'avoir envie de partir de l'autre côté de la Méditerranée, mais de créer à l'immigration incontrôlée, c'est l'éducation. Plus on éduquera, plus on aidera les gens à rester sur leur terre, à trouver sur leur terre l'intérêt de leur vie, de quoi gagner leur pain, de quoi construire quelque chose d'intelligent, moins on aura... S'il gagne son pain, son argent dans son pays, il ne voudra pas, bien sûr. Personne ne Bien sûr, la plupart des gens aiment rester. Oui. Et puis ceux qui doivent partir, qui veulent partir, qui sont appelés à partir, je pense que c'est gérable. Mais si tout à coup ce sont des masses énormes de population qui bougent, poussées par la faim, la misère, etc., là c'est un autre problème. Et vous faites les écoles comme Mali, comme Chuyulku, comment on dit? Chulu. Vous gagnez quelque chose de cela? Non. C'est très bien. Je vous félicite. Merci. Le sociologue français Alain Touraine, que j'avais parlé il y a quelques mois, m'avait dit qu'il y a aujourd'hui un recentrage sur les jeunes d'aujourd'hui ou sur les jeunes de Rosé. Qu'en pensez-vous? Il me semble que certainement
l'émotion est partie prenante d'un monde très technicisé. C'est certain que lorsqu'on travaille des heures sur les écrans, où est la place de l'émotion? Comment fonctionne l'émotion dans ces situations-là? C'est pas facile. Alors, c'est à la fois, je pense, une incitation à des relations qui deviennent probablement purement émotives, qui n'ont plus de profondeur réelle. Mais je ne pense pas que la logique disparaisse. Il me semble qu'elle doit, en tout cas, elle reste au centre de nos enseignements. En tout cas, pour nous francophones, pour nous latins, on reste relativement cartésien. Et je pense qu'il faut conserver cet équilibre entre l'émotion un enseignement oui. et une pensée. Je pense qu'il faut la ramener à quelque chose d'un peu plus intelligent. D'accord. Au sens cartésien, justement. Et d'après vous, est-ce que c'est l'individualisme? Alors les groupes sont là pour combattre justement un individualisme galopant. Mais c'est vrai que l'individualisme est aujourd'hui une notion Et essentielle. c'est une chose bonne, d'après vous? Oui, l'individualisme est une bonne chose dans le sens où il promeut le respect de la personne, où de plus en plus chaque personne devient plus importante, plus essentielle et plus respectueuse que juste un élément, une partie d'un groupe. Mais cela crée aussi probablement un sentiment d'isolement chez beaucoup d'individus. Et ils doivent combattre le groupe. Alors il peut être virtuel dans WhatsApp. C'est un peu dangereux. Il peut être religieux, il peut être politique, il peut être... je crois que l'équilibre doit demeurer. Comme en toute chose, en tout cas dans notre processus éducatif, je crois qu'il est essentiel à la fois de promouvoir, oui, tu es seul, tu es unique, tu es intéressant. Charité bien ordonnée commence par soi-même, disent les chrétiens. Il y a une espèce de volonté de penser d'abord à soi et d'être aimable avec soi-même, mais en même temps d'avoir une appartenance à un groupe insupportable. Oui, le mot critique, c'est égoïsme. Et pour finir égoïsme, on doit être ensemble avec les autres. On apprend la générosité en apprenant à partager. C'est le premier exemple d'un petit garçon, d'une petite fille qui découvre un petit frère, une petite sœur. Tout à coup, il n'est plus unique, il doit partager. C'est l'essentiel de l'éducation, apprendre à partager. D'accord. Venons à une œuvre de mon enfance, Heidi. Vous avez des bonnes lectures. Dans le livre, Peter et Heidi courent et jouent à la campagne, mais ils apprennent beaucoup de la nature ou de leur grand-père. Et Clara, quant à elle, prenait des leçons ennuyeuses et théoriques de qui est le plus utile, Peter ou Heidi ou Clara? Moi, je préfère être Peter ou Heidi. Je crois qu'on apprend énormément en sortant de sa salle de la classe. On apprend énormément. On parlait du Tchoulou tout à l'heure. Oui. Ce que tous les enfants peuvent apprendre en vivant la scène africaine est essentiel. Mais la forêt au pied de sa maison, la rivière, le lac, la mer, l'océan. Je crois qu'apprendre de la nature, c'est totalement essentiel. On n'a pas parlé d'art, mais je pense je vais demander. Oui. Je pense que l'ouverture des sens vers la nature fait partie justement d'un enseignement artistique. Et l'enseignement théorique, bien sûr, est indispensable. Il faut former un cerveau, il faut aiguiser une intelligence, il faut la nourrir, il faut l'interroger. Mais l'équilibre doit garder. Y a-t-il de place pour des enseignants disciplinés et prescriptifs comme Madame Rottenmeier dans l'éducation d'aujourd'hui? Non. L'enseignant aujourd'hui, il peut y avoir par moments des enseignements traditionnels, mais non. L'enseignant d'aujourd'hui doit être ouvert à un échange permanent. Et il doit toucher aux enfants. Il doit toucher, il doit comprendre, il doit écouter aussi. Il ne peut pas que parler. Un enseignant qui n'écoute pas est perdu. C'est juste. Selon les données de PISA de 2015, je pense, les meilleurs mathématiciens d'Europe sont en Suisse. Est-il possible de vivre ou d'avancer sans connaître le mathématique?
Et que suggérez-vous aux jeunes et aux enfants à ce sujet? Un enseignement scientifique de base est essentiel, mais il n'est pas la condition sine qua non d'une vision universitaire ou d'un parcours personnel. Je veux dire, les littéraires, les linguistes, les sciences politiques sont aussi, n'ont pas nécessairement besoin des mathématiques. Je pense qu'il faut là aussi dire certaines agilité intellectuelle. D'ailleurs, mathématiques, c'est pas seulement mathématiques, c'est logique, c'est... Absolument. C'est la compréhension du monde des chiffres, Oui. du monde des sciences. C'est très compliqué, sans base mathématique, de comprendre la physique, la biologie ou la thermonucléaire. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de ne pas privilégier exclusivement l'une ou l'autre formation. Un bon mathématicien doit savoir lire et un bon littéraire doit avoir quelque... Dans ce contexte, il existe deux types d'approches. Certaines méthodes éducatives veulent renforcer l'étudiant dans le domaine qui lui manque. Par exemple, il ne sait pas bien mathématiques. Le modèle européen est plutôt insister sur le sujet qui est mieux. Oui. Je crois en effet que l'un des rôles fondamentaux de l'école, c'est de faire découvrir à chaque enfant ses talents. Il y a des domaines dans lesquels il est nécessairement plus doué, il a un vrai talent, et le but de l'école, c'est de lui faire découvrir ce talent et de le développer. Ça peut être en mathématiques, ça peut être en football, ça peut être en linguistique, ça peut être, peu importe le domaine, mais dans un domaine d'excellence, je pense qu'il est essentiel vraiment d'aller jusqu'au bout et de tenter de développer au maximum ce talent. Ce serait très dommage de passer à côté. Oui. Lorsque nous disons donner à un enfant le goût de la musique, c'est lui permettre de s'épanouir et peut-être d'en faire un jour une passion, avoir un métier. Dans l'école traditionnelle, la musique, c'est quoi? Qui étaient des footballeurs incroyables, qui étaient là avec leur ballon au pied, qui lançaient le ballon à un coéquipier et qui déterminaient avec une précision absolument incroyable la trajectoire de la balle et le moment où la balle atterrirait dans le pied de celui qui est en train de courir, pas à l'endroit où il est maintenant, mais l'endroit où il se trouvera au moment où la balle atterrira. Alors, il sait bien physique. Je veux dire, si on réussit à lui faire comprendre qu'il a fait un raisonnement mathématique instinctif, mais fondamental, je ne vois pas très bien pourquoi il serait génial en football et mauvais en mathématiques. Donc il faut absolument réussir à pousser tous ces talents ensemble. Et qu'est-ce que vous faites pour ça dans le Rosé? Par exemple, vous et bien en mathématiques, en sport, etc. Vous faites des tests ou des... On les soumet le plus possible à une quantité d'activités intellectuelles, physiques, artistiques, et vous regardez de tous sens. Et puis, c'est à eux, petit à petit, c'est à leurs profs, bien sûr, aussi de dire « Waouh, là, il se passe quelque chose ». Mais c'est à eux aussi de déterminer « J'aime ça, je me sens bien là-dedans, je m'épanouis dans cela ». Et il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Et vous les orientez à cette direction? En effet, je crois que l'un des éléments importants, c'est qu'une fois que c'est découvert, il ne faut pas faire du touche-à-touche, du touche-à-tout. Il faut à un moment donné se dire, c'est vers cette direction que je me dirige, c'est vers cet objectif que je me dirige, et c'est le chemin que j'ai envie de prendre. Il faut le faire avec sérieux et avec détermination. Venons à l'art et des maîtres de littérature mondiale qui ont également vécu en Suisse. Et quelle est l'importance de la littérature dans l'éducation et dans la vie, bien sûr? Et si vous voulez, on peut ouvrir quelle est l'importance de l'art ensemble. La littérature, il est certain que les enfants d'aujourd'hui ont tellement de sollicitations autres que les livres. Lorsque nous avions 10 ans, nos distractions étaient surtout de lire. Aujourd'hui, c'est certain qu'ils ont une telle panoplie de distractions possibles que la lecture est devenue un des éléments. Mais ce n'est plus du tout l'élément fondamental. C'est certain que les enfants lisent beaucoup moins. Oui, je vous demandais ça aussi. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut leur prescrire de la lecture obligatoire? Nous le faisons. Nous Par leur exemple, vous demandons, dites tu dois lire cette classique. voilà. Ou bien, par exemple, avant de dormir, les plus jeunes élèves chez nous doivent lire pendant un certain temps, une demi-heure, avant de s'endormir. Ils ont un livre entre les mains. C'est aussi une manière d'éviter qu'ils aient des écrans entre les mains avant de dormir, ce qui n'est pas très bon d'après
les spécialistes du sommeil. Mais la question de base, c'est effectivement apprendre à lire. C'est tout à fait essentiel parce que ça enrichit le vocabulaire, parce que ça permet de maîtriser la langue, parce que ça ouvre l'imagination, parce que ça crée... C'est clair qu'un film vous rend prisonnier d'un certain nombre de choses. Un livre ouvre complètement. Vous créez vos propres images, vous créez votre propre musique dans un livre. Je pense que dans le développement de la créativité, et c'est un élément clé aujourd'hui, on a besoin de gens de plus en plus créatifs et de plus en plus imaginatifs, je pense que la lecture est un élément important. Donc il ne faut surtout pas la négliger. Lire et de dire aux enfants, ses enfants. Nous leur donnons des listes Oui, de lecture tu pour dois les lire, tu vacances. dois lire. Oui, bien sûr. Nous incitons le plus possible. Mais c'est clair qu'en dehors de l'école, ce n'est pas facile à gérer. Dans une maison, c'est difficile. C'est plus confortable, évidemment, c'est plus facile. C'est un peu un hamburger par rapport à la cuisine que vous faites vous-même. Vous recevez tout avec Oui. l'écran. Bien sûr. La lecture, vous devez oublier. Bien que le nombre de personnes éduquées dans le monde augmente, le nombre de personnes, etc. Et ce n'est pas une contradiction. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je pense que c'est une contradiction. Je pense que l'éducation devrait apprendre aux gens à distinguer les fake news, mais c'est vrai aussi qu'il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui, et elles sont tellement contradictoires que ça devient de plus en plus difficile de se faire une idée juste. Par exemple, voilà, faut-il se faire vacciner contre le Covid ou pas? Vous entendez, et des gens intelligents et des gens compétents qui sont de tous les avis. Donc ça devient assez compliqué finalement. Vous connaissez la Turquie? Un tout petit peu, oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents dans le domaine de l'éducation? Waouh! Vous savez, c'est toujours très difficile de conseiller quelqu'un sans connaître l'enfant. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de comprendre quelle est la mentalité de cet enfant, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très social, qui va vers les autres sans problème, ou c'est quelqu'un d'aujourd'hui un peu renfermé, qui a du mal à créer du lien avec les autres? Est-ce que c'est quelqu'un de brillant, qui étudie facilement, qui a une mémoire prodigieuse, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui est dyslexique? Tout dépend de l'enfant, tout dépend des parents. Quelles sont les attentes des parents? Quelle est leur éthique, leur vie? À la fois ce que vous avez ressenti de votre enfant et de vos propres attentes. Vous voyez beaucoup d'écoles. Si vous avez les moyens d'avoir un enseignement privé, allez voir, rencontrez les gens, discutez avec eux, et vous trouverez certainement l'endroit qui correspond à vos attentes, à vos souhaits, à ce que vous estimez utile pour le développement de votre enfant. Philippe, merci beaucoup. C'était un plaisir.